Notre société est en train de se transformer. Allez faire un tour dans des banlieues chaudes, on se croirait dans The Walking Dead. Leur inconséquence conduit à des crises dont nous sommes les victimes, il faut que ça cesse. La classe politique d'aujourd'hui, elle est collectivement responsable de la situation. Mais c'est extrêmement simple de rendre la parole au peuple. Là où c'est devenu un problème, c'est qu'on est devenu un peuple materné. La défense d'un pays passe aussi par la défense de la civilisation. Il y a un mépris d'une classe, d'une caste qui est totalement déconnectée de la réalité. Plutôt que de franciser la Corse, il s'agit de corsiser la France. Les hommes politiques, il n'y a rien de pire contre des gens qui n'ont rien à faire de la France. Beaucoup de nos concitoyens sont désabusés et ils n'y croient plus. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien dire. Quand on est maastrichtien, on trahit le peuple, point, à la ligne, c'est tout, c'est pas compliqué. Le clairon. Alors que la France, je le disais, voit tous les jours le nombre de victimes, de fusillades, de règlements de comptes, des termes qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre avant dans nos informations quotidiennes, je ne parle pas de celles des policiers, de multirécidivistes criminels augmentés tous les jours, eh bien Gérald Darmanin a décidé, lui, de réformer le service d'enquête interdépartemental, c'est-à-dire la PJ, la police judiciaire. Alors comment une telle réforme est-elle possible et surtout, quels sont les objectifs qui sous-tendent Pour le savoir, nous sommes ce matin avec Monsieur Colombiès, ancien de la PJ. Bonjour à vous. Bonjour à tous vos auditeurs. Et alors, on vous entend pas dans le micro, on va essayer de régler ça tout de suite. Voilà, bonjour Monsieur Colombiès, on va recommencer. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Alors, je resalue à nouveau vos auditeurs et vos auditrices, bien évidemment. Alors, vous êtes ancien commandant de la police de la PJ, vous avez 34 ans de carrière et beaucoup de choses à dire sur cette question. Alors, j'imagine que vous devez être effaré déjà par la volonté de Gérald Darmanin, enfin la volonté qui a commencé à prendre effet, puisque ça a commencé le 1er septembre, de détruire la PJ. C'est purement et simplement ça. Non, mais je ne suis pas seul à le dire. Pour être, disons, on doit employer un slogan très vite. Il fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'il faudrait renforcer l'institution judiciaire, créer une filière vraiment structurée et solide qui assure un partenariat efficace entre la police judiciaire et la magistrature. Et il fait exactement l'inverse en départementaliser les services, anciennement les services régionaux. On va dire les choses simplement parce que les acronymes ne parlent pas toujours. Oui, mais déjà même PJ, tout le monde ne comprend pas ce que c'est. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, en province, en tout cas, parce que l'APP, c'est encore autre chose. La préfecture de police de Paris, c'est encore autre chose, puisque ça recouvre Paris et la Petite Couronne. Et c'est une vieille maison, une vieille institution qui fonctionne très bien. Enfin, qui fonctionnait très bien jusqu'à la réforme de 2009. C'est autre chose. Ouais. Voilà, c'est autre chose. Mais en province, ce sont des services régionaux de police judiciaire qui ont compétence, comme le nom l'indique, sur l'ensemble de la région. C'est totalement cohérent. Par exemple, si on se réfère à la zone sud, vous avez le SRPJ de Marseille qui couvrait de Perpignan à Menton, donc une zone très large où il y a bien évidemment une criminalité itinérante. Alors si vous cassez ça, sans parler des intérêts oligarques russes, mafieux de tout genre, enfin de tout poil, là pour le coup, c'est pas 10 minutes qu'il nous faudrait, c'est 10 heures. On les prendra à 16 heures. Voilà. On va faire des séries. On va résumer les choses. Donc, au lieu de renforcer cette institution, M. Darmanin fait exactement l'inverse. Il casse tout ça, il départementalise en mettant les services judiciaires, ces fameux SRPJ, qui deviendront des services départementaux, sous l'autorité du préfet. Donc, je suis désolé de dire à ceux qui ont une conscience un peu de justice, ça n'a pas de sens. Jusqu'à maintenant, ils étaient sous l'autorité de qui ? D'un directeur PJ local qui lui-même qui en référé directement au ministère et avec une collaboration permanente en ligne directe avec le parquet, en tout cas les autorités judiciaires, parquet et magistrature, les juges d'instruction. Donc c'était ça le dialogue qui existait entre les directeurs PJ et la justice. Le préfet n'avait pas son mot à dire, n'avait pas interféré dans ce processus. D'abord parce qu'il n'en a pas la compétence, on va être clair. Il n'a pas de philosophie judiciaire, c'est pas son job. Maintenant, la problématique de cette réforme, qui vraiment a soulevé l'opposition de tout le monde, à part quelques pseudo-syndicats de police qui se sont ralliés à l'autorité du DGPN. Mais on sait bien quel est l'intérêt. Oui, mais bien évidemment, on sait très bien quel est l'intérêt. Il ne faut surtout pas fâcher le DGPN parce que certains secrétaires généraux de certains syndicats n'ont qu'une ambition, c'est de prendre leur place à un moment donné. Mais bon, la plupart des gens qui sont à peu près professionnels, j'y viens à peu près, ne peuvent pas être pour cette réforme. Ça n'a pas de sens. Et tous les arguments qu'il a développés, renforcement des OPJ... quels sont ces arguments ? Pourquoi d'un seul coup, il s'est mis ça en tête ? Il a essayé de raconter des fariboles. Là, j'emploie la rhétorique un peu macroniste.
Il a raconté des mensonges purs et simples. C'est pas la première fois. On commence à avoir l'habitude avec ce ministre en disant qu'il allait renforcer la PJ par les OPJ de sécurité publique, qui eux-mêmes sont déjà noyés. Mais bon, ça n'a ni queue ni tête. Chacun a son registre de compétences, si vous voulez. En gros, pour les gens qui ne comprennent pas tous les termes, on allait renforcer la PJ, donc le service dont on parle, hein, qui est surtout un service d'enquête régional, par un autre service, en fait, en noyant tout ça dans le même machin. Mais évidemment que ça dessert les deux. Ça n'a ni queue ni tête. On sait très bien quelle est l'arrière-pensée. Moi, je le dis haut et clair, hein, et tant pis si ça fâche, c'est de casser la machine judiciaire. On sait très bien que ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans maintenant, qu'il y a des coups de boutoir, mais incessants, permanents, contre la PJ, contre l'organisation judiciaire. On sait très bien pourquoi. Hein. Il y a une arrière-pensée de protéger certains oligarques, certaines personnes de haut niveau. Là, on parle des oligarques français. Hein. Ah, bien évidemment. Non, ne visons pas toujours les Russes. Ils sont souvent assez proches, d'ailleurs, des oligarques russes. Ouais. Hein. Peut-être pas rentrer dans les détails tout de suite, mais il y a des... Ça, c'est pour la série numéro 2. D'accord. Non, mais Éric Dupond-Moretti était l'avocat de certains, faut le savoir. On n'est pas chez les bisounours, là. On est chez des gens qui ont intérêt à ce que la procédure française soit affaiblie et amoindrie. Donc, l'un des meilleurs moyens... Rappelez-vous, Nicolas Sarkozy voulait déjà supprimer les juges d'instruction. Hein, la volonté, c'était quoi ? C'était d'avoir la main mise sur les procédures. Parce que ça gêne un magistrat indépendant. C'est embêtant, ça fouille. Embêtant, et parfois, quand ça fouille, ça trouve. Oui. Et donc, ça met en cause des cadres de la nation, des hauts fonctionnaires, pour qui l'idée même d'être en garde à vue est un non-sens. La garde à vue, c'est pour les pauvres. Hein, je résume, je simplifie. Hein. Donc, dans une garde à vue, on vous met tout nu, on vous fouille. Enfin, c'est pas pratique, c'est pas sympa. On vous donne des rations de nourriture qui sont pas agréables. Donc, il fallait casser ça. D'accord ? Et ils en avaient peur. Après, on a vu aussi que parfois, il y avait des justices politisées, justement, qui étaient orientées directement contre certains. Enfin, ils sont tous peut-être en faute, puisque ça permet ces gardes à vue. Mais certaines vont très vite, alors que d'autres vont moins vite. Si on veut ça faire dépend un parallèle, pouvoir, si vous pensez à Fillon, ça a été très vite. Si vous pensez à Balkany, ça a mis 30 ans. Voilà, exactement. Choisis ton camp, camarade, le meilleur pote au bon moment. C'est ça. Maintenant, avoir la naïveté de croire que la justice est totalement indépendante, ça, c'est une vue de l'esprit. Elle n'a jamais été indépendante. Le parquet est aux ordres du politique et globalement, la police est aux ordres du politique. Mais ça, très chère madame, ça date de Napoléon. La création de la police moderne, c'est Napoléon et c'est Fouché qui avait été chargé de faire cette police qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est pas non plus, on va pas jouer aux bisounours. C'est Pétain, en 1941, qui a structuré la police moderne, hein, en créant les 3 grandes directions, PJ, sécurité publique et le renseignement. Donc on est encore sous l'ère de cette volonté. Et malgré tout, donc cette PJ avait quand même une forme d'indépendance. Elle pouvait enquêter. Elle avait le temps long, surtout, ce qui est important pour la police. Fondamental. Donc elle avait tous ces éléments-là. Elle ne répondait pas directement. Et une collaboration intime avec la justice. Avec notamment les juges instructeurs qui, eux, détiennent le... Et vous savez, le tournant, c'était l'affaire Urba Graco. Alors, vous êtes trop jeune pour l'avoir connue. Peut-être pas, mais... de nom, vous la connaissez. Oh, si, vous êtes... Non, mais l'Urba Graco, c'était terrible parce que ça mettait en évidence le financement occulte du Parti socialiste. Et à partir de là, il y a eu, comme tu dirais, une petite lumière qui s'est allumée dans le cerveau de certains. Ainsi, finalement, on pouvait empêcher la police de faire son travail. Voilà, à certains niveaux. Tant que ça concerne le peuple, Maintenant, quand ça touche des Cahuzac, des gens comme ça, des gens qui sont bien en vue, qui sont dans les systèmes politiques, là, ça commence à devenir gênant. Donc, on s'est dit peut-être que c'était un peu trop puissant comme machine, donc on va l'affaiblir. Et on l'affaiblit par... Avec le PNF également aussi. Absolument. Non, mais on va créer... Oui, mais le parquet national financier. Ouais, mais c'est là où il y a un peu d'hystérie, si vous voulez. On crée des structures et en même temps, on affaiblit le système. Mais c'est bien ce que je veux dire. C'est que c'était pas le PNF, c'est une façon aussi d'orienter une enquête. Mais l'idée est bonne quand même au départ. Oui, mais toujours. L'idée, c'est de pouvoir malgré tout s'attaquer à des individus qui trahissent un contrat. Maintenant, si la procédure qui est chargée de compléter cette volonté est ultra complexe, ça ne mène à rien. On a complexifié à outrance la procédure, déjà avec l'avocat à la première heure dans le processus de la garde à vue. Et le problème, il est là. Un des problèmes, vous avez bien compris qu'il y en a beaucoup de problèmes. Mais on a mis en place des réformes avec le discours très hypocrite de la défense des libertés publiques. Ça, c'est le faux nez. Ça, c'est le nez rouge du clown. Oui, en général, quand on parle de démocratie, il faut commencer à se méfier. On a dit, on va défendre les libertés publiques, la procédure est trop inquisitoire, on va y mettre des avocats. Ok, très bien. Et on veut aujourd'hui mettre des avocats également pendant les perquisitions. Vous avez bien compris où est l'arrière-pensée. Sauf que lorsqu'on fait une loi comme ça,
Elle s'applique effectivement à des Cahuzac, à des Fillon, à des personnalités de ce rang-là, mais elle s'applique elle s'applique aussi à la criminalité de masse. Et je veux dire, par exemple, quand vous allez au commissariat du 16e, si un jour vous avez du temps à perdre, allez-y, vous allez voir que les locaux de garde à vue sont remplis. Vous avez tous les jours 10 à 15 personnes qui sont en garde à vue, pour X raisons, d'accord ? Mais si vous devez faire 10 à 15 gardes à vue et 10 à 15 perquisitions dans la foulée, avec un avocat par exemple, vous en sortez plus. Donc il y a ce manque de réalisme et d'honnêteté morale qui fait qu'on complexifie un système pour protéger des personnalités de haut rang, politiques, financières et autres, et puis on ne se pose pas la question de savoir si ça ne peut pas avoir un impact sur le citoyen. Et c'est là où est le problème. Si vous voulez, la philosophie de la police judiciaire, c'est de défendre les plus pauvres, les plus humbles, ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre. Mais dès lors que vous cassez ce processus, vous mettez cette frange de la population en fragilité. Et c'est là où c'est, je le dis le mot, dégueulasse. Pourquoi vous dites que c'est sa philosophie ? Pourquoi dans sa construction, elle permet de défendre le plus pauvre ? Mais parce qu'avant, il n'y avait rien. Tout simplement. Avant la création de la PJ, qui a mis un certain temps à se développer, le mot commissaire existe depuis Louis XV. Ça existe toujours. Il y a toujours eu des enquêtes. Mais le renforcement des processus d'investigation sous Clémenceau, avec le préfet, ensuite le préfet Lépine, c'était une volonté de vraiment créer une véritable institution judiciaire digne de ce nom et vraiment répressive. C'est ça, le fer de lance de la police. C'est la PJ. C'est répressif, totalement répressif, mais pas répressif au niveau de l'opinion publique, répressif au niveau de la délinquance. Alors voilà. Et de la criminalité. C'est pas la même chose. Exactement. En France, je voudrais qu'on y aille parce que aujourd'hui, à chaque fois qu'on a un nouveau mort suite aux fusillades à Marseille, à Nîmes, etc., Gérald Darmanin arrive et il réagit. Il est là, il réagit. Il n'agit pas, il réagit, c'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre agitation et action, c'est pas la même chose. Tout à fait. Et il annonce la venue d'une nouvelle. Alors c'est soit le CRS 8, soit le RAID qui arrive pour une semaine ou deux. Vous imaginez de quoi on parle là ? Est-ce que vous imaginez de quoi on parle ? Moi, j'ai travaillé 15 ans à Marseille, donc c'est une ville que je connais très bien. J'y ai grandi même, puisque je suis Marseillais d'adoption. On a totalement vidé la police de la ville, d'accord ? On a des fusions de commissariats. Pour faire simple, on ferme des commissariats. Il y a 4 commissariats qui ont été fermés et qui sont fusionnés, 5, 6, 13, 14, et je pourrais vous en citer d'autres. Et puis, il y a un commissariat sur 2, vous entendez bien, un commissariat sur 2 qui ferme la nuit. On parle d'une ville d'environ 1 million d'habitants. C'est incroyable. Un port international donnant sur la Méditerranée, qui est la porte ouverte à tous les trafics possibles et imaginables, pas que le trafic de drogue du reste, les contrefaçons et autres. Et on a des discours. Alors Darmanin arrive, il annonce sa CRS 8. Enfin, on parle de criminalité organisée, on parle de trafic de stupes, on parle de tout ce que vous voulez. Parce qu'il y a un autre point qu'on n'a pas évoqué, mais il faudra des heures. C'est démanteler les réseaux, en fait, ça fait partie du... mais c'est très compliqué. Ouais. Et puis, on parle quand il évoque la départementalisation, je ne sais pas si les gens ne le réalisent pas, mais ça va créer des états-majors partout. Et alors, ce qui est fabuleux, il dit non, mais c'est pas grave, on va créer un état-major surdépartemental. Oui. Donc, on des pôles de pôles, c'est de la suradministration. Donc, c'est le millefeuille. On crée un millefeuille. Bah ça, on est fort pour ça. On est très fort, mais ça crée l'inutilité et la neutralisation du système. Et ça ne fonctionnera pas. Inefficacité, oui. Ce sera inefficace. Enfin, on est dans l'incohérence la plus totale. Alors le problème, c'est que, et c'est là, et je regarde si un jour vous avez l'occasion de leur envoyer dans la figure, c'est pas plus mal, Darmanin était quand même porte-parole d'un certain Nicolas Sarkozy. Il a travaillé, c'est un proche collaborateur. Donc il sait très bien pourquoi on en est à cette situation. Il sait très bien qu'on a supprimé... Donc c'est volontaire. Mais bien sûr que c'est volontaire. Mais pourquoi ? Parce qu'il nous reste, allez, 3 minutes. Expliquez-nous. L'argent, les budgets. Un service public, ça coûte cher, très cher. Donc on supprime tout ça et on veut remplacer ça par des... Oui, mais on ne peut pas, pour des raisons financières, supprimer des choses qui sont absolument nécessaires au bon fonctionnement de notre justice. Mais sûr que si. Regardez comment fonctionne l'hôpital, c'est normal. Oui. Et les services publics de la sécurité. On va en parler juste après d'ailleurs. Voilà, les services publics de la sécurité étant déshérence, on se fiche éperdument de la protection du bon fonctionnement, en fait, oui, de la sécurité, de la justice. Je vous invite à vous intéresser aux conclusions du livre blanc, aux conclusions du Beauvau de la sécurité. On parle de quoi ? On parle de création de CRS, de gendarmes mobiles, très peu de la sécurité publique et quasiment pas du tout de la PJ. L'idée, elle est là. En fait, on crée des systèmes, on renforce des systèmes qui ont pour vocation à protéger le pouvoir, pas le peuple, pas la population. Enfin, quand vous avez plus de policiers à Marseille, c'est bien la population que vous mettez en danger, je crois. On en est à 50 morts. 50 morts, plus de 100 blessés. Oui. Une jeune femme tuée chez elle qui révise une balle quelques mois avant, une mère de famille dans sa voiture avec son enfant de 10 ans, une balle dans la tête. Enfin, à un moment donné, et comme je le dis sans arrêt, c'est pas du bricolage qu'il faut faire, c'est un plan Marshall, c'est réoccuper le terrain. Alors quelques illuminés disent on envoie l'armée. Mais non, je suis désolé, l'armée c'est pas sa vocation. Alors si vous envoyez l'armée, c'est avec des règles d'emploi, des règles d'engagement précises. Donc vous êtes prêt à tuer. D'accord ? C'est ça. Autrement, on n'envoie pas l'armée.
Donc quand vous envoyez le RAID, pourquoi vous envoyez le RAID ? En quoi la vocation du RAID est-elle le rétablissement de l'ordre public ? Mais surtout, c'est du sparadrap. En fait, c'est toujours le sparadrap du complètement. capitaine Haddock. Et la porte ouverte. On règle pas le problème dans le fond. Mais bien sûr, et la porte ouverte à toutes les bavures possibles et imaginables. Vous êtes formé à tuer. Le RAID, c'est la neutralisation des forcenés ou des terroristes. Où vous m'expliquerez comment ils peuvent gérer. Au moment où ils doivent agir, ils tuent, quoi. C'est leur vocation. Ça fait partie de leur métier. C'est normal. Et puis heureusement d'ailleurs qu'ils le font. Si au Bataclan, ils n'avaient pas... On est bien d'accord. Enfin, c'est pas le RAID, d'ailleurs, c'est la BRI. Mais bon, c'est... Autre problème, d'ailleurs. Non, mais ce genre de groupe, si vous voulez, a ça comme vocation. Et certainement pas le rétablation de l'ordre public. De la même façon que la CRS 8 n'a aucune vocation à régler des problèmes de trafic. Donc tout ça, c'est de la communication. Et Total. derrière, derrière, le démantèlement d'une police. C'est le chaos. Derrière, c'est le chaos. Et imaginez que même des avocats se sont opposés à la réforme de la PJ. C'est pas rien, quand même. Les magistrats, les avocats, tous les corps judiciaires, j'ai envie de vous dire, tous les gens qui ont un peu de bon sens. Et les politiques ? Les politiques sont intéressés à casser la machine judiciaire de tous bords. On a parlé de l'affaire Urbac-Graco et Cahuzac. C'est qui ? C'est quoi ? C'est la gauche. Enfin, pseudo-gauche. Mais d'étiquette de gauche. Ils ont tous intérêt à casser ça, sauf ceux qui ont un tant soit peu de conscience. Mais pourquoi ? Attendez, alors une dernière question. Ils ont intérêt parce qu'on sait que la PJ, notamment, travaille sur les réseaux, les démantèlements de réseaux. Vous pensez que c'est parce que c'est quoi ? Ça veut dire que ça remonte toujours vers eux ? Enfin, vers une certaine élite. Je vous rappelle juste un fait. Chez Renaissance, ils ont un député qui a reconnu avoir sniffé de la coke avant, pendant et après son élection. Il est toujours en poste, je crois. Oui. D'accord ? Donc ils sont tous pas tous universellement, mais je veux dire, tous les partis ont potentiellement, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ne disent trop rien sur le sujet, ils ont tous potentiellement chez eux des moutons noirs. Donc c'est compliqué, ça gêne aux entournures. On se tient par la barbichette, quoi. Exactement. Donc si on peut affaiblir le système judiciaire, tout le monde y trouvera son compte. Sauf les plus fragiles. Ouais, c'est-à-dire les Français. Voilà, exactement. 99,99% de la population. Jean-Pierre Colomb, il y a encore beaucoup de choses à dire. On prend rendez-vous pour la série 2, parce qu'il y en a beaucoup. On vous garde quand même pour parler du service public qui est lui aussi en déshérence. Tout ça, il y est évidemment.